visioconférence du CIRET. Une brève histoire de la transdisciplinarité. Alors, attention, en parallèle à cet exposé oral, je vais vous proposer une sorte de jeu qui va commencer très bientôt. Toutes les diapositives qui seront exposées à l'exclusion de la première font partie d'une énigme à découvrir. Et je vous donnerai la solution de cette énigme à la fin de la présentation. En tout, il y a 12 diapositives. Alors, ce que nous allons faire pendant cette présentation, ce sera la chose suivante. Je lance le partage d'écran. Voici le titre. Voici le sommaire de cette présentation. Donc, d'abord, un rapide historique de la naissance et de l'évolution du nombre des disciplines académiques jusqu'à nos jours. Nous nous poserons ensuite cette question, la transdisciplinarité, de quoi parle-t-on au juste? Nous procéderons alors à un retour sur l'élaboration théorique de la transdisciplinarité. Nous verrons les principales étapes de la reconnaissance institutionnelle internationale de la transdisciplinarité, puis quelques exemples choisis de l'utilisation du terme transdisciplinarité dans le monde de l'enseignement, de la recherche et du soin. Et en conclusion, nous nous demanderons quels sont les objectifs que peut se donner la transdisciplinarité dans le monde contemporain. Et nous poursuivrons donc par un échange et un dialogue entre nous. Commençons par ce rapide historique. Pour Jacques Verger, les universités européennes, à partir du XIIe siècle, se fondent essentiellement à partir de 4 types de facultés: théologie, droit canon, médecine et art. Parvenu au XXIe siècle, Bassaram Nicolescu dénombre plus de 8000 disciplines et spécialités universitaires désormais enseignées de par le monde, nombre qu'il met en rapport avec plus de 10 000 religions et 6 000 langues et dialectes. L'objectif qui pouvait être pour l'honnête homme du siècle des Lumières de devenir un savant universel à la noble manière antique n'est tout simplement plus possible aujourd'hui. Issue de la révolution quantique selon Michel Bidbol, la transdisciplinarité trouve une place naturelle dans la prolongation de tous les domaines des sciences fondamentales et humaines, en les intégrant et en les dépassant. Mais de quoi parle-t-on au juste? Une recherche bibliographique fait apparaître une constellation de contextes où le terme transdisciplinarité apparaît dans le titre des publications. Plusieurs qualificatifs et domaines peuvent précéder ou suivre le mot transdisciplinaire pour préciser son domaine d'action. Je les ai regroupés en 3 grandes catégories. Je dirai TD à chaque fois et je citerai le nom des auteurs que vous retrouverez donc dans cette bibliographie. D'abord, premier bloc, l'esprit transdisciplinaire. Alors, pensée TD, random, approche TD, Mangano, regard TD, Gigant, chemin TD, Velter, compréhension TD, Galati, pari TD, Resweber, réflexion TD, Juano, global discipline, Aguirre et Wilcox, TD habits of mind, Mishra, Keller, Erickson, etc., etc. Deuxième bloc, l'enseignement et la recherche transdisciplinaire. Apprentissage et études, TD, pédagogie et apprentissage, TD McGregor, TD Learning, Wall and Shankar, Stahl, Shinemary, Zararella, Jetkins, Park and Sons. Gros succès sur TD Learning. Éducation TD, Almeida, TD Graduate Education, Derry, TD Higher Education, Gibbs, Éducation et recherche TD, Ertas, TD Research, Poole, ingénierie éducative TD, Ertas et autres, compétences TD, Collado-Rueno, etc. Et là, j'arrive maintenant au troisième et dernier bloc, qui est la mise en œuvre transdisciplinaire, après l'esprit et la recherche et l'enseignement, outils TD, Gigant, travail TD, Salem, méthodologie TD, Galvani, TD Process, Ertas, concept TD, Fressine, stratégie TD, Kolesnikova, maillage TD, Dobrinsky et Zikon,
etc. Alors, il faut noter, à côté de ces livres et chapitres d'ouvrages, mais surtout des livres, également la présence, l'existence de nombreuses publications et revues scientifiques consacrées à la transdisciplinarité, comme la revue Atlas aux États-Unis d'Amérique, surtout orientée sur les questions d'ingénierie et de sciences, ou encore la newsletter du Network for Transdisciplinary Research de l'Académie suisse des arts et des sciences. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, je vais vous montrer un schéma qui a été réalisé, oh là, c'est parti trop loin, voilà, sur la position de la transdisciplinarité réalisée par Christelle Marca et Arnaud Dimmer en 2014, qui s'intitule « Le triangle de la transdisciplinarité ». Pour ces auteurs, la transdisciplinarité est basée sur 3 grands principes qui en soulignent le côté scientifique. Ce sont les côtés du triangle complexité, réflexivité, systémique. Ils ouvrent pourtant, disent-ils, à la possibilité d'une multitude de réalités et à la réhabilitation du monde des sensations. Mais procédons maintenant à un retour sur l'élaboration théorique de la transdisciplinarité. Dans la logique de l'esprit du cercle d'Eranos, fondé en Suisse par Olga Frobe en 1933, et dans la prolongation des réunions des chercheurs et des politiques du groupe des 10, animé essentiellement par Jacques Robin, est fondé en 1980 le groupe de réflexion sur la transdisciplinarité. Il se compose de personnalités comme Atlan, Attali, Buron, Delors, Durand, Laborie, Morin, Passet, Deronet, Serre et bien d'autres. L'UNESCO sera le vecteur principal de la reconnaissance et de la diffusion des travaux qui découleront de ce groupe. La transdisciplinarité s'élabore progressivement, notamment par les apports structurants de Basarab Nicolescu, chercheur en physique nucléaire au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, et membre fondateur en 1987 du CIRET, le Centre international de recherche et études transdisciplinaires, qu'il préside jusqu'en 2019. Cette association a compté parmi ses membres les prix Nobel Abdus Salam en physique et Ilya Prigogine en chimie, ainsi que d'autres personnalités comme Carrière, Cazenave, Durand, Morin, Quéot, Volton et beaucoup d'autres. Nicolescu positionne la transdisciplinarité à partir de 3 axiomes constitutifs qu'on retrouve appelés parfois également postulats ou encore piliers. D'abord, l'axiome logique, datant de 1969, avec le concept de tiers inclus, situé dans le prolongement de la dialectique de Hegel, puis de la logique de Stéphane Loupasco, et dont je vais présenter maintenant la couverture du livre. Voilà un petit hommage et la première parution en français. Et nous allons voir tout de suite comment cela fonctionne. Et le principe explicatif. En présence de 2 entités différentes, voire même opposées, A et non A, il existe un 3e terme, T, qui va les intégrer toutes les 2 et qui se situe à un niveau de réalité, level of reality, 1 and 2, supérieur au premier. Alors, pour rendre ça de façon un peu plus concrète, ici, nous voyons 2 personnages en situation qui observent un même objet. Et cet objet peut-il être à la fois et carré et rond? Pour chacun des 2 personnages, c'est un conflit, puisque chacun voit un résultat différent. Mais ce conflit se résout par un changement de point de vue, c'est le principe du tiers inclus, qui est plus englobant, qui va permettre d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes. Comme l'exprime Daniel Proulx, le tiers inclus permet d'intégrer le contradictoire ou l'antagonisme sans la contradiction, mais en ne l'abandonnant pas non plus.
Alors, je m'excuse, vous entendez peut-être de temps en temps une sorte de bruit d'ascenseur. Je ne suis pas dans un hall, mais je pense que cela correspond aux personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure du décalage horaire. Tout à fait. Alors, voilà, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'arrive au deuxième, pardon, axiome, l'axiome ontologique, cette fois, qui date de 1982. Il est constitué des différents niveaux de réalité, tant pour les objets que pour les sujets, et il reprend les termes qu'utilisait Heisenberg dans son manuscrit de 1942. Enfin, l'axiome épistémologique, qui date des années 1980 et qui englobe en particulier l'approche de la complexité selon Morin. Alors, ces trois axiomes que je vais partager également l'écran, j'ai eu un petit peu de mal à trouver une belle photo de Bassarab, la voilà, le troisième axiome avec les niveaux de réalité. Alors, ces axiomes mobilisent plusieurs concepts tels que les zones de non-résistance ou de tiers cachés pour aboutir à des explications de fonctionnement du monde, comme avec la notion de transréalité que je vais vous présenter maintenant. L'objectif du schéma de transréalité est de synthétiser certains des concepts que je viens d'énoncer et surtout de montrer leur articulation. Alors, nous commençons du côté du monde des objets transdisciplinaires avec un premier niveau de réalité où on retrouve ces deux éléments A et non A. Et donc, lorsqu'on va changer de point de vue par le tiers inclus, une chaise n'est pas une table, ce sont deux objets séparés, mais les deux répondent à une logique de production économique. C'est ce qui va nous permettre de les réunir pour les évaluer, les comparer, les jauger, ce qu'on voudra. Au niveau économique, de la même façon, plusieurs modèles économiques existent. J'en cite uniquement deux, le modèle capitaliste et le modèle socialiste, par exemple, qui semblent pouvoir s'opposer, même se mener des guerres cruelles. Et pourtant, si on poursuit dans ce principe d'intégration progressive par le tiers inclus, ils vont se retrouver tous les deux présents sur notre planète, puisque nous sommes dans le monde des objets, notre planète qui elle-même n'est pas identique à ses sœurs du système solaire, que ce soit Mars, Neptune, ce qu'on voudra, mais qui pourtant vont se retrouver ensemble au niveau cosmique. Donc vous voyez, cette logique englobante, nous allons la retrouver également à l'œuvre du côté des sujets transdisciplinaires. Deux personnes, aucune personne n'est identique à quelque autre que ce soit, même en cas de jumeaux monozygotes. Nous sommes tous différents, les uns les autres ici présents, et pourtant, nous nous retrouvons puisque nous partageons un même moment historique dans différentes sociétés qui elles-mêmes peuvent être évidemment différentes les unes des autres ou situées tout simplement dans des endroits différentes, mais ce qu'elles vont avoir en commun en changeant de niveau de réalité, c'est d'obéir à un ordre politique, sociologique, qui va les structurer. Ces différents ordres politiques peuvent eux-mêmes se retrouver en contradiction, voire en conflit. Malheureusement, nous en avons chaque jour des exemples, et ce sera d'ailleurs l'objet de ma conclusion. Mais cet ordre politique peut répondre à un ordre moral ou à quelque chose qui le dépasse. Et vous voyez ici un début d'animation où le monde du sujet et le monde des objets vont se trouver réunis au travers de ce que Nicolescu appelle le tiers caché, hidden third, qui va mettre en lien ces deux mondes et qui va les renvoyer chacun dans leur domaine au travers de la création et de l'élaboration progressive au fur et à mesure de l'évolution des sociétés humaines par l'élaboration des religions, des spiritualités et des cultures. Et à partir de là, s'opère un va-et-vient constant, spiralaire, ascendant probablement, qui renvoie en permanence l'être dans le monde et le monde dans l'être. Ce qui fait que les oppositions apparentes des niveaux du monde des sujets et du monde des objets sont finalement
résolue par le principe du tiers inclus, premier principe que nous avons vu, et l'articulation entre ces mondes va procéder du tiers caché tel que nous venons de le voir opérer. Bien, écoutez, nous sommes déjà environ à la moitié de cette présentation, que je n'ai pas voulu trop longue pour qu'elle ne soit pas trop fatigante. Je vous pose la question, est-ce que vous avez deviné le secret des diapositives déjà? C'était un peu rapide, hein. Nous n'en avons vu que 5, c'est surtout à la fin que ce secret va se révéler, donc ne vous endormez pas, ça va continuer. Je profite de m'être interrompu moi-même pour vous lire un court extrait d'un ancien texte qui date de 1947 et qui m'a paru annonciateur du sujet qui nous réunit. Le voici. Que les disciplines des différentes sciences expérimentales se pénètrent les unes les autres, en dépit des cloisons étanches que notre esprit assoiffé d'ordre place partout comme des barrières infranchissables, et nous ferons peut-être de nouvelles et fructueuses moissons. Les fleurs des arbres, éternellement immobiles, se cherchent les unes les autres, et l'abeille vient à leur secours. Que l'esprit de synthèse joue ce rôle dans nos sciences qui s'isolent chaque jour un peu plus par leur extrême spécialisation. C'est donc un texte de 1947, une sorte de cri du cœur d'un chercheur qui était passionné de l'étude des abeilles, l'apiculture, qui en a vraiment favorisé la connaissance et la diffusion en France. Il exprime avec ses mots et avec sa poésie son besoin de sortir de ce silo disciplinaire pour mieux comprendre son objet d'étude et notamment en le mettant en rapport avec ses différents environnements. Eh bien, cet homme, c'était Maurice Matisse, un de mes aïeuls du côté maternel. Et ce texte un peu prémonitoire fait partie de son ouvrage « Le peuple des abeilles » qui est paru alors aux presses universitaires de France. Après ce petit détour, c'est le moment d'énoncer les principales étapes de la reconnaissance institutionnelle de la transdisciplinarité dans le monde. En 1970, un séminaire sur la thématique « L'interdisciplinarité dans les universités » organisé par le Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement avec la collaboration du ministère français de l'Éducation nationale a eu lieu à l'université de Nice. Selon Daniel Proulx, plusieurs orateurs, dont Jean Piaget, y emploient le terme transdisciplinarité, sachant que Piaget l'utilisait plutôt pour exprimer le souhait d'instaurer une interdiscipline généralisée. Actuellement, une sorte d'accord dans le terme transdisciplinarité fait que le préfixe trans est souvent compris par les auteurs comme ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines, ce à quoi j'ajouterai également ce qui est commun. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma communication au prochain congrès mondial. En 1986, un premier colloque est organisé en Italie par l'UNESCO et la Fondation Cini, qui aboutit à la Déclaration de Venise, qui utilise officiellement dans un document institutionnel intitulé « La science face aux confins de la connaissance » le terme « transdisciplinarité ». Cette déclaration est alors signée par des représentants de 14 pays. En 1991, le Group on Transdisciplinarity est cofondé par Basarab Nicolescu et René Berger sous l'égide de l'UNESCO en vue de mettre en dialogue les groupes de recherche et de travail nationaux et internationaux de ce domaine en lien avec des institutions internationales comme l'ONU. Un petit hommage à mes amis brésiliens, c'est une bomba. En 1994, se tient le premier congrès mondial de la transdisciplinarité à Arabida, au Portugal, sous l'égide de l'UNESCO et de l'Université de Lisbonne, et avec le patronage du Conseil européen. La charte de la transdisciplinarité y est adoptée. Elle est traduite en de très nombreuses langues et présente sur le site du CIRET. À partir de cette date, l'approche transdisciplinaire est devenue une préoccupation récurrente dans les programmes de l'UNESCO, notamment en ce qui concerne ses premiers programmes de développement durable jusqu'à nos jours. En 1997, le Congrès international de Locarno, en Suisse, soutenu par l'UNESCO et le gouvernement du canton de Ticino,
adopte le texte « Déclarations et recommandations, quelles universités pour demain ?» Ce texte promeut explicitement la transdisciplinarité comme principe directeur pour la recherche et l'enseignement. En 2005, le deuxième congrès mondial de la transdisciplinarité est organisé au Brésil par le CETRANS, le Centre d'éducation transdisciplinaire de l'Université de São Paulo, par la Commission nationale de l'UNESCO du Brésil et par le CIRET. La prochaine étape importante, vous l'avez compris, sera l'an prochain, 2021, avec le troisième congrès mondial, seulement le troisième, de la transdisciplinarité, qui se tiendra à Mexico et qui commencera donc ses travaux via les réseaux numériques dès ce mois d'octobre 2020. Je vais présenter maintenant quelques exemples choisis de l'utilisation du terme transdisciplinarité dans le monde de l'enseignement, de la recherche et du soin. En ce qui concerne la France, ce terme est désormais de plus en plus utilisé. Citons par exemple le programme de recherche transdisciplinaire 13 novembre, organisé par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, l'Equipex Matrice et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On note également son utilisation plusieurs fois dans les programmes de l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, comme le séminaire transdisciplinaire Recherche, Art, Pratique numérique, ou encore le Théâtre Forum Rencontres transdisciplinaires, ou enfin le programme Biomorphisme, la morphogenèse comme champ d'études transdisciplinaire. C'est assez souvent hors de France que la méthodologie transdisciplinaire est mobilisée dans les cursus d'enseignement et qu'elle est pratiquée à grande échelle dans les institutions. En Espagne, le groupe de recherche GRET de la Faculté d'éducation de l'Université autonome de Barcelone a fondé un parcours transdisciplinaire à destination des étudiants de première année inscrits dans la filière Société, Sciences et Culture. Notons aussi, bien sûr, le CETRANS, déjà cité, le Centre d'éducation transdisciplinaire de Sao Paulo. En Argentine, le Conseil national de la recherche scientifique et technique, garant du droit de la santé, a élaboré en 2011 une méthodologie pour créer des comités d'éthique hospitalière et clinique, élaborés notamment via l'entrée de la transdisciplinarité, comme le rapporte Elvio Galati. Je vais maintenant présenter un exemple détaillé d'un travail réalisé aux Pays-Bas dans les domaines de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Le professeur Siban Talanji s'est retrouvé à devoir coordonner l'expertise de 3 professions, des architectes, des ingénieurs et des managers. Serez-vous étonné si je vous disais que ces professionnels étaient incapables de dialoguer et de communiquer entre eux autour d'un travail commun? Il lui a donc fallu combiner des orientations de langage et des praxis professionnelles différentes, voire même divergentes, comme je vais vous le montrer maintenant. Dès que je retrouverai mon partage d'écran. Alors, je crois que c'est bloqué. Ça y est, ça revient. Voilà. Donc, ce schéma rend compte, il est parti trop vite, on revient, voilà, ici, que les managers… On ne voit pas. Vous ne voyez pas? Non. Ah, alors On qu'est-ce n'a que… vu aucune de tes diapos. Oh non! Si, Ah, fallait me dire plus tôt. ça ne marchait pas. Alors, heureusement, vous les aviez eus pendant la nuit. J'espère que vous avez pu vous y référer. C'est dommage, c'est des belles diapos en plus. On a beaucoup travaillé dessus. Est-ce que vous voyez cette diapo qui s'intitule Academia and Practice? Non, non, Non. non, Ah, pas du tout. Bon, si vous regardez les chats, moi je demandais à 5h15 si est-ce qu'il y a une présentation, parce que nous avons vu sur quelque chose, pas tout le temps. Jean, je te laisse répondre. Non, j'ai rien vu. J'ai Non, rien. on est
ça. Là, ça y est. Là, maintenant, on voit tes diapos. OK. Bon, alors il y avait des très belles diapos jusqu'ici que vous avez heureusement reçues par ailleurs et auxquelles vous pourrez vous référer si besoin. Bon, celle-là, vous la voyez, la verte? Non, moi. Certaines ne la Si, voient pas. oui. Oui, ça y est? Parfait, parfait, parfait. Donc, j'étais en Ah, train par d'expliquer. contre, on voit ton texte. Ah, et là, c'est bien le diapo, Rama? Non, on a ton texte aussi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un double écran là. Il y a la diapositive. Et là, il y a une barre d'outils. Ah oui, on voit. Ok, là, c'est bon. Alors, sauf que moi, j'ai plus mon texte quand je fais ça. Et là, vous avez le texte à nouveau, probablement. Oui. Bon, alors, je vais vous proposer de vous focaliser si vous arrivez à consulter les diapos précédemment envoyés, parce qu'apparemment, je n'arrive pas, malgré les essais qui étaient concluants, à ne vous envoyer que les diapos ou que moi. Je vais refaire un essai. Je vais arrêter de partager et recommencer le partage. Voilà, là, ça devrait être bon normalement. Non. Pas OK. du tout. Pas du tout? Non, 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 non. Toujours pas? On voit Katia. Ça y Ah est, oui, maintenant. c'est bon. C'est bon. OK. Allez, je ne touche plus à rien. Alors, cette figure qui est devant vous montre que si les managers raisonnaient en fonction de la réglementation sociale, les ingénieurs le faisaient en termes de standards scientifiques et les architectes selon des plans géographiques. Voilà, c'est celle-là. Également, les modalités de travail de chacun de ces professionnels reposent sur des supports différents, des scénarios pour les premiers, des calculs pour les deuxièmes et des représentations imagées pour les troisièmes. Donc, le travail, la méthode choisie pour résoudre ces difficultés de compréhension collective a été trouvée en quittant l'approche académique classique que nous venons de voir par un changement d'orientation du regard de ces trois types d'acteurs. Donc, vous voyez trois yeux à chacun des angles du triangle qui regardent vers le centre en appliquant une approche transdisciplinaire multifonctionnelle. Jalinghi a mis en œuvre une pédagogie de projet de type apprendre en faisant, camino caminando, que l'on retrouve dans la figure avec ces termes learning by doing. Alors, je vais arrêter de partager. Voilà. Pour conclure ce choix de présentation, en Suisse, le CIMI, Centre de consultation interdisciplinaire de la maltraitance infantile, expose dès la fin des années 2000 dans l'éditorial de sa gazette électronique sous la plume de Gérard Salem. La transdisciplinarité est devenue de nos jours une nécessité évidente dans la plupart des domaines de pointe de la recherche, en médecine, en biosciences, dans les sciences cognitives, en ingénierie, dans les nanotechnologies, comme en philosophie, en éthique, en sociologie, etc. Dans la stratégie transdisciplinaire, l'enfant est sollicité comme sujet et non plus comme objet de soin. En conclusion, quels sont les objectifs que peut se donner la transdisciplinarité dans notre monde contemporain? La méthodologie transdisciplinaire vise donc à unifier les sciences exactes et les sciences humaines dans une pluralité complexe et dans une unité ouverte qui intègre pleinement la question du sujet. Ce que la méthodologie des sciences modernes s'était refusée à faire depuis Galilée, avec pour conséquence d'amener la science classique à se heurter à ses propres limites. C'est pour cette raison que le thème central des travaux du Congrès transdisciplinaire international Atlas 2018 en Roumanie, il y a 2 ans donc, portait sur le thème « Being Transdisciplinary », être transdisciplinaire. Ceci nous amène donc à la nécessité de prendre à nouveau en considération l'étude de la conscience dans toutes ses dimensions. Je dis à nouveau,
car cette voie est explorée depuis longtemps, voire très longtemps, par des savants et des scientifiques qui étudient la conscience tant en lien avec les savoirs traditionnels qu'avec la vie de l'esprit. En voici un premier exemple avec Pierre Teilhard de Chardin. Voilà, là c'est bon normalement. Très bien. Parfait, ça y est, j'ai la maîtrise de l'engin. Il y avait un bouton qui était caché par un pop-up en fait, et je n'avais pas vu qu'il fallait valider une deuxième fois. Alors, que nous dit-il, Pierre Teilhard de Chardin, homme de science et homme de foi? Alors, il reprend la notion de noosphère de Vladimir Ivanovitch Vernadsky et il développe celle du point oméga, qui n'est pas sans rappeler la notion d'échelle de la nature d'Aristote. Ce point oméga étant pour lui une sorte de but tendanciel où s'accomplit la conjonction d'un côté de l'accroissement de la complexité biologique en lien de l'autre côté avec le développement des facultés de la conscience humaine. On peut citer également plus récemment d'autres personnalités scientifiques comme David Bohm ou encore Philippe Guillemant et Jocelyn Morisson qui font des liens entre la conscience et l'univers. Désormais, nous pouvons dire que l'ambition de la transdisciplinarité est d'œuvrer pour faire advenir un nouveau paradigme civilisationnel fondé sur la prise en compte de toutes les écologies, écologie humaine, écologie sociale et bien sûr écologie environnementale. Je vais partager à nouveau une autre personne qui a... Alors, le bouton n'est pas apparu. Je recommence ma demande de partage. Ça a l'air d'aller. Si vous l'avez? Non, hein, je pense Oui, pas. oui. Ah, vous avez Pierre Vell sous les yeux? Oui, oui. Ah, ok. Bon, alors ça marche pour de bon maintenant. Je l'ai Non. plus. Non. Non, tu l'as pas. Hein. Non, ça, c'est Tout pas le monde. bon, Laurent, c'est pas bon. Ok. Alors, Tu n'es pas en mode ça y est, là tu es passé en mode diaporama. ok, parfait. Non. Non, Non, tout le monde ne l'a pas apparemment. Hein. il y a un texte qui se superpose Ah, sur le diaporama. Sur le mode diaporama, tu as un bon, texte. c'est probablement mon texte. Oui, c'est ça qu'il faut Ok. mettre sur un autre écran, sur ton deuxième écran. Voilà, c'est Là, parfait. c'est bien. Là, c'est bien. Ok. Donc, voici Pierre Vell que certains d'entre vous connaissent, surtout les latinos et sud-américains, qui utilisait le terme de vision holistique. Cette vision holistique mettant en évidence nos interdépendances et visant notamment à faire advenir un véritable art de vivre en paix par une évolution de nos modalités de compréhension, actuellement basées sur le « ou », une chose ou une personne est ou ceci ou cela. Il nous encourage, c'est tout le but de la démarche transdisciplinaire, de la méthodologie transdisciplinaire, de nous orienter vers le « et », une chose ou une personne peut être et ceci et cela. Pour nous orienter réellement vers la fin, c'est sur cette ouverture vers la quête d'une nouvelle civilisation que je souhaite maintenant conclure cette présentation historique de la transdisciplinarité. Et si cette orientation vous intéresse, eh bien, je vous proposerai bien sûr de vous inscrire au 3e congrès mondial de la transdisciplinarité où je vous donne rendez-vous, puisque ce thème sera un des thèmes introductifs de ce congrès qui se développera ensuite selon 8 axes thématiques. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, malgré le petit couac, et c'était une bonne idée d'envoyer donc les schémas en avance. Et je vais vous poser la question, est-ce que quelqu'un a découvert le secret des diapositives, du coup celles que je vous ai envoyées, peut-être plus que celles que vous avez pu voir ou ne pas voir. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi
à trouver quel était ce secret des diapositives. Alors là, vous voyez peut-être le fil. Si tout va bien, je vais changer le mode d'affichage pour que ça apparaisse plus clairement peut-être. Si j'affiche de cette façon, vous voyez toutes les diapos? Non. Toujours pas? Alors, je retente de partager mon écran. Voilà, là, vous voyez peut-être… C'est bon, oui, oui, oui. On voit toutes les vignettes. Hein. Super, j'enlève la première. Alors, est-ce que vous observez quelque chose le long de ces 12 diapos? Alors, je vais vous donner la réponse. Vous pouvez observer qu'au fur et à mesure de notre avancée dans l'exposé, la couleur de fond des diapositives est passée progressivement du noir au blanc. D'une certaine façon, nous avons parcouru ensemble un chemin initiatique de la nuit vers le jour. Nous avons vécu comme une transformation alchimique de l'œuvre au noir vers l'œuvre au blanc, éclairant nos consciences et nos comportements réciproques, dans le but espéré d'atteindre l'œuvre au rouge, la pierre philosophale, celle de la connaissance, de la sagesse et de la transmutation. Voilà, c'est en terminant sur cette métaphore alchimique que je vous propose d'arrêter, Jean, si tu veux bien, cet enregistrement et pour que nous puissions passer à la dernière phase de discussion et de questions.